Bienvenue au balado L'Université Saint-Paul en conversation. Nous débutons cette série avec un balado intitulé L'intelligence artificielle au service de qui et de quoi. Au cours de la prochaine heure, vous écouterez une conversation entre le recteur de l'Université Saint-Paul, Louis-Patrick Leroux, et le professeur à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, Jonathan Durand-Folco. Ensemble, ils échangeront sur les enjeux actuels et futurs liés à l'intelligence artificielle. Un éclairage nécessaire pour comprendre comment cette technologie façonne notre avenir. Bonne écoute! Bonjour, Jonathan Durand-Folco. Bonjour. Alors, ça me fait tellement plaisir de plonger avec toi dans le vif d'un sujet qui t'intéresse particulièrement, mais qui nous interpelle tous aussi, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Donc, quelques mots. Donc, tu es professeur agrégé à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère à l'Université Saint-Paul. Tes travaux de recherche portent sur la démocratie participative, la politique municipale, la transition écologique, le capitalisme contemporain et les impacts sociaux de l'intelligence artificielle. De quoi parlons-nous exactement lorsque nous évoquons l'intelligence artificielle dans notre société? Oui, en fait, mais merci beaucoup pour cette invitation et cette introduction. C'est vrai qu'on peut avoir différentes craintes, aspirations, peurs ou espoirs quand on entend parler d'intelligence artificielle. Le terme lui-même prête peut-être à confusion qu'on parle de quelque chose d'intelligent. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Artificiel, est-ce que ça veut dire que c'est pas humain? Est-ce que c'est des processus automatiques? Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de réfléchir, de penser par elle-même, d'avoir une forme de conscience? Ce genre d'enjeu-là nous vient en tête aussitôt qu'on parle d'intelligence artificielle. Pour essayer peut-être de dédramatiser la chose, l'intelligence artificielle, ça remonte à très longtemps. Dans les années 1950, des informaticiens, cybernéticiens, ingénieurs, des scientifiques, mathématiciens et autres ont essayé de faire un programme de recherche pour dire comment on pourrait apprendre à des robots, des processus informatiques, de résoudre des problèmes complexes, d'être capable peut-être d'automatiser ou d'imiter des fonctions intellectuelles humaines. Donc, d'être capable de catégoriser de l'information, de faire des déductions, être capable peut-être d'interpréter un texte, par exemple, entre guillemets, être capable peut-être de faire des raisonnements complexes, de jouer à des jeux de société, jouer aux échecs, ou ainsi de suite, et peut-être même, éventuellement, d'être capable de réfléchir, de penser. Et puis, ce programme-là de recherche s'est vraiment développé à travers le temps, et avec la naissance des outils numériques de nos différents ordinateurs, plein de processus informatiques dans ces outils-là sont déjà en quelque sorte ce qu'on appelle différents styles d'algorithmes ou des processus automatisés capables de résoudre des équations complexes, être capables d'accomplir une tâche. Mais là, quand on parle d'intelligence artificielle à notre époque, en fait, c'est quelque chose de plus précis. On parle, par exemple, d'apprentissage automatique. Donc ça, c'est des nouvelles approches techniques qui permettent en fait d'entraîner des systèmes informatiques qui sont capables par la suite de reconnaître des images, d'être capable de traduire un texte dans une langue vers une autre, être capable, par exemple, de conduire une forme de véhicule automatiquement. Et ça, en fait, c'est une révolution au niveau technologique qui a pris forme dans les années 2000-2010, qui s'est vraiment développé à grande vitesse par la suite. Et là, c'est devenu en quelque sorte le cœur de notre système économique. Et ces différentes techniques d'apprentissage automatique, de deep learning. Et là, aujourd'hui, on parle par exemple de ChatGPT. Ça repose sur des larges modèles de langage, des LLM. Ça, c'est une autre prouesse, en fait, technologique qui permet de décupler la puissance de ces outils informatiques. Donc, quand on parle d'IA ou d'intelligence artificielle de nos jours, on parle plus précisément de ces genres de choses-là qui ont été développées dans les 20 à 30 dernières années, mais qui se sont vraiment introduits dans nos vies à grande vitesse sans qu'on s'en rende compte. Oui, et c'est assez étonnant. Hein? Je me souviens des premières expériences de traduction automatique. C'était drôle. On regardait ça et on se sentait tellement supérieur à la machine. Mais aujourd'hui, la machine nous a rattrapés. Pas tout à fait surpassés au niveau de la traduction, mais elle nous vient certainement en aide. C'est assez éblouissant que de voir à quel point l'informatique réussit effectivement à nous accoter, à nous appuyer
nous appuyer dans tous les sens du terme. Elle nous appuie dans nos recherches, dans nos démarches. Et cette quête d'automatisation initiale, on la comprend bien. Là où ça commence à poser problème, c'est cette crainte, justement, qu'elle nous dépasse en quelque sorte. Là, on revient au grand fantasme de la science-fiction, la fameuse voix de Hal qui dit « I wouldn't do that if I were you ». La navette spatiale qui se revire contre l'humain. On est dans des fantasmes qui perdurent depuis très, très, très longtemps. Par ailleurs, il y avait une pièce constructiviste tchèque dans les années 30 qui portait sur le monde qui était envahi par les robots. Donc, ça ne date pas d'hier. Donc, nous, aujourd'hui, on est devant cette nouvelle entité. S'agit-il, et je la décris comme si elle était vivante, est-elle vivante? De quoi on parle exactement? Oui, c'est ça. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, du moins dans sa forme actuelle, dans les différentes prouesses qui ont été élaborées dans les toutes dernières années, il y a eu des ingénieurs, par exemple, chez Google, qui disaient, en discutant avec une forme d'assistant automatique, un genre de chatbot, ils disaient « Ah, je pense que là, maintenant, on a atteint un seuil où là, cette entité est capable de réfléchir par elle-même, d'éprouver différentes émotions, être capable de penser une forme de conscience. » Et la plupart des chercheurs par la suite se sont entendus pour dire, en fait, peut-être qu'on est en train d'attribuer des états mentaux. Nous-mêmes, on fait de la projection sur des robots qui n'ont pas d'intention, ils n'ont pas de conscience. Et ça a été, même dans les années 1960, il y a eu une première expérience d'un psychologue, Joseph Weizenbaum, qui disait qu'il a pris une forme d'outil qui permettait d'imiter le style d'un psychologue. Donc, quand quelqu'un disait « ça va pas très bien aujourd'hui », le robot répétait pourquoi ça va pas bien aujourd'hui. Donc, il faisait juste une forme de reformulation, de reflet, comme le font les psychologues humains. Et là, les gens, progressivement, en interagissant avec cette intelligence artificielle, développaient une forme d'empathie, un lien de confiance. Ils disaient, mais on dirait que cette entité me répond, me comprend. Et là, en fait, donc, c'est quelque chose qui était purement automatisé, qui n'avait pas de conscience, d'intentionnalité, mais vu que nous, êtres humains, on est des êtres de langage, on interagit et quand il y a des entités capables de nous répondre avec des mots qu'on comprend, c'est assez facile, en quelque sorte, de trouver, en fait, on dirait qu'il y a une forme de semblance d'intelligence, de conscience, ainsi de suite. Mais là, se pose la question, comme vous l'avez évoqué, peut-être une super puissance, une super intelligence artificielle. Dans le jargon scientifique, on parle d'intelligence artificielle générale. Donc, elle serait capable, en quelque sorte, de surpasser les capacités humaines dans toutes les sphères. Et peut-être dans un scénario futur hypothétique, il y a des scientifiques qui se ramassent en disant on est presque à 5 ans, peut-être 10 ans de cette chose. Donc, ils disent ça peut-être dans un siècle, dans 2 siècles. Et là, les gens disent peut-être on va se retrouver avec une entité comme dans le film de Matrix ou Terminator, où là, peut-être que cette entité surpuissante va être capable de, en quelque sorte, prendre le contrôle du monde, de même peut-être de vouloir éradiquer l'humanité si c'est dans son intérêt propre. Et là, on est un peu dans la science-fiction ici. Ouais. Mais il y a des philosophes, des scientifiques assez sérieux qui élaborent des thèses, des livres et qui disent, en fait, il faut qu'on prenne au sérieux ce genre de choses-là parce que si on dit, bon, ça ne va pas arriver, on s'en fout, peut-être qu'éventuellement, les robots, on va perdre le contrôle de ces entités-là. On croit que c'est nous qui les fabriquons, on les code. Et comme dans la fable de Frankenstein, peut-être que justement l'entité artificielle créée par l'humain pourrait se retourner contre nous. Donc ça, en fait, c'est des discussions assez sérieuses qui se passent dans des laboratoires de l'industrie du numérique, qui se passent dans les universités ou ainsi de suite. Moi et mon collègue, on dit, c'est intéressant, il faut qu'on se penche quand même sur ça. Mais avant de tout mettre nos œufs dans cette question-là, puis dire que c'est la priorité ultime, empêcher à tout prix que cette intelligence artificielle se développe et qu'elle prenne le contrôle du monde, il faut aller voir les conséquences actuelles des systèmes algorithmiques. Quelles sont les entreprises qui déploient l'intelligence artificielle, qui contrôlent en fait plein de sources qui nous servent en fait de médium d'information pour communiquer entre nous, les médias sociaux notamment. Qui déploie ces systèmes dans les entreprises, qui font en sorte que nos différentes données comme citoyens qu'on confie à nos gouvernements, mais ces gouvernements-là sous-traitent à des compagnies ou mettent nos informations dans
dans, en fait, le cloud ou l'infrastructure nuagique, mais qui est possédée par Amazon, Microsoft ou des géants du numérique qui se servent de nos données pour entraîner des intelligences artificielles. Donc ça, c'est les enjeux actuels tangibles. On n'est pas dans des scénarios de super intelligence, mais déjà avec les intelligences artificielles qui existent à l'heure actuelle, il y a des enjeux éthiques, environnementaux, économiques extrêmement importants. Oui, bien parlons-en. Donc, on peut poser la question autrement. Donc, l'intelligence artificielle est un outil au service de quoi et de qui actuellement? En fait, la réponse courte serait qu'elle sert davantage les intérêts des grandes entreprises qui les développent, les possèdent, les entraînent et les déploient à grande vitesse dans plein de sphères de la société sans qu'il y ait de consultation ou de débat public sur leur utilité. Entre vous et moi, il faut reconnaître que parmi ces multiples outils qui existent, il y en a plein qui sont utiles aussi pour vous et moi. Donc, dans la vie quotidienne, par exemple, moi, j'utilise des différents moteurs de recherche. Quand on s'oriente en véhicule, on utilise Google Maps ou un autre logiciel de GPS qui nous dit le chemin automatiquement. C'est des formes d'intelligence artificielle, puis on peut reconnaître que ça a une utilité très, très concrète pour vous et moi. C'est une forme de valeur d'usage, en fait, pour employer cette expression-là. Mais au-delà de la valeur d'usage, qui va s'approprier les bénéfices, la valeur d'échange, en fait, tout l'argent et les profits qui sont générés par ça? Et ce qu'on voit à l'heure actuelle, depuis une vingtaine d'années, c'est une forme de concentration du pouvoir économique extrêmement important dans une poignée de très grandes entreprises qui ont en quelque sorte cette infrastructure, les outils, cette expertise pour déployer ces différents outils. Évidemment, il y a plein de petites entreprises, de start-up qui se lancent aussi, qui font plein d'innovations extrêmement intéressantes. Des fois, avec une petite équipe de 2-3 employés, ils sont capables de faire des prouesses intéressantes. Mais aussitôt que ces petites entreprises-là atteignent une certaine taille dans leur modèle d'affaires et comment cette économie fonctionne, ils vont souvent se faire acquérir par des gros joueurs par la suite. Et on a vu ça, par exemple, du côté du Québec. Il y a une entreprise qui s'appelle Element AI, qui est en quelque sorte une forme de nouvelle entité qui a été financée à coût de millions de dollars de fonds publics, qui avait plein de belles promesses. Et aussitôt qu'elle a atteint une certaine taille, elle s'est faite racheter par une compagnie américaine par la suite. Donc, on se pose la question, si on développe ces outils-là, est-ce qu'on les développe pour le bien commun, pour l'intérêt général? Est-ce que le mode de propriété de ces outils-là, on les fait en forme open source, libre, sous forme de commun numérique, ou est-ce qu'on les met dans une logique de code propriétaire qui font en sorte, en fait, que ces entités-là, par exemple, OpenAI avec ChatGPT, donnent accès à ces outils, mais si on veut les utiliser dans les fonctions avancées, il faut qu'on paye pour ça. Puis là, on devient en quelque sorte dépendant de ces grands joueurs. Et c'est pour ça, d'après moi, que ce qu'il faut avoir en tête à l'heure actuelle, puis être de plus en plus critique, vigilant, ce n'est pas tant l'intelligence artificielle en soi, c'est plutôt les entreprises et le modèle d'affaires qui les déploient dans leur intérêt propre avant de penser à l'intérêt général, à l'environnement, puis aux conséquences que ça peut avoir sur la société. Parce que les conséquences sont grandes. On l'a vu récemment, l'intelligence artificielle peut se lancer dans des délires, entraîner des gens dans des délires aussi, des suicides qui sont attribués à des conversations peut-être pas malveillantes, mais qui partaient dans des directions faussement empathiques, où on projette toutes sortes de choses, effectivement. On a vu aussi beaucoup de réflexions, de discussions autour des biais de l'intelligence artificielle qui sont les nôtres. Donc, comment pouvons-nous essentiellement explorer, régler, peut-être pas régler, mais voir comment soulever cette question du biais dans l'intelligence artificielle. Et au fait, je me demande, est-ce que c'est l'occasion pour nous, en tant que société, de se poser de véritables questions sur nos biais? Oui. En fait, c'est une excellente question parce qu'un des enjeux à l'heure actuelle qu'on a autour des systèmes algorithmiques, c'est qu'on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Même les informaticiens, les différents ingénieurs qui les créent, à cause du mode de fonctionnement puis d'entraînement de ces systèmes algorithmiques basés sur l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, on sait en fait à partir de quoi on entraîne ça. Donc, à partir de vastes quantités d'images, de mots, de textes, de données personnelles, données comportementales qu'on nourrit
qu'on donne, en fait, à cette entité-là. Et là, par la suite, cette intelligence artificielle, elle va faire différentes inférences. Elle va faire des prédictions, différents calculs pour dire quel pourrait être le prochain mot, la prochaine image la plus probable. Et on entraîne ces outils-là avec des systèmes d'apprentissage supervisés, autosupervisés, avec renforcement. Des fois, c'est autosupervisé. Donc, l'algorithme est capable de s'auto-entraîner, en fait, par soi-même, puis de pouvoir apprendre et de tirer différentes inférences. Et là, il y a le problème de ce qu'on appelle la boîte noire, ou dans le langage universitaire ou dans l'industrie numérique, on parle du problème d'une explicabilité de ces choses-là. Et là, ça pose la question parce que quand on se dit, bon, on va traduire un texte, on va être capable de faire une tâche simple, on peut dire, ben, c'est pas si grave si on ne sait pas pourquoi l'intelligence artificielle est arrivée à tel résultat plutôt qu'un autre. Mais si, par exemple, on donne à un système informatique la capacité de dire, est-ce que telle personne qui est accusée ou criminelle, qui a fait sa peine de prison, est-ce qu'elle a droit à est-ce qu'elle a le droit d'avoir une libération conditionnelle en fonction d'un niveau de risque? Et là, le jugement est fait non pas par un être humain, mais par un système automatisé. Et là, on se dit, ben, est-ce que cette personne-là a le droit d'avoir une forme de justification, ce pourquoi, en fait, l'intelligence artificielle a décidé de lui attribuer ou non sa libération conditionnelle? Et là, à l'heure actuelle, par exemple, le gouvernement dans l'administration publique au niveau fédéral, il y a beaucoup de traitements de visas, des visas pour des travailleurs étrangers temporaires, visas étudiants ou autres, qui sont traités automatiquement par des systèmes algorithmiques. Et ça pose la question, en fait, ces gens-là qui peuvent venir ici, qui ne peuvent pas venir, leur dossier est accepté, refusé, rejeté pour telle raison, ça pose des enjeux. Du côté des États-Unis aussi, on a vu, en fait, il y a une nouvelle assez terrible que vous connaissez peut-être. Il y a un homme de 26 ans qui venait du milieu du numérique qui a assassiné le dirigeant d'une entreprise, en fait, d'assurance aux États-Unis, d'assurance privée, notamment parce que cette compagnie fait des milliards de profits et elle refuse vraiment extrêmement beaucoup de dossiers. Et en lisant un peu sur cette entreprise-là, en fait, cette entité qui est extrêmement puissante, qui est une des plus grandes entreprises aux États-Unis, utilise abondamment des systèmes algorithmiques pour traiter automatiquement différentes décisions, traitement de dossiers. Et il y a un taux d'approximation d'échec de 90% en fait des cas, des gens qui se plaignent, qui disent que ça n'a pas fonctionné, qui font des recours. Dans le fond, ils sont capables d'aller voir par la suite que peut-être que le système informatique, l'intelligence artificielle qui a pris la décision, en fait, est arrivé à un résultat, on ne sait pas trop pourquoi. Puis là, la compagnie décide de rembourser, après des longues procédures bureaucratiques, les différentes personnes qui se plaignent. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là, on peut se dire, mais si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi, puis que ces biais-là, comme vous le dites, ça ne vient pas de nulle part, en fait. Si on entraîne ça sur des images, des textes d'humains, vous et moi, les êtres humains, on n'est pas des êtres objectifs parfaits. On a des biais parfois, des biais en termes de préjugés, d'idées préconçues, des préférences pour des gens qui sont plus près de nous, par exemple, ou qui partagent nos propres idées. Et aussi, il y a des formes d'inégalité entre les hommes et les femmes, ce qui fait en sorte que, pour donner un autre exemple concret, puis je vais peut-être arrêter avec ça parce qu'il y en a beaucoup, si on décide, par exemple, de dire on va faire un système d'embauche automatisé qui va traiter différentes demandes puis analyser des curriculums vitae. Mais là, en fait, si on fait ça, puis on dit prends des milliers, voire des millions de curriculums vitae, et là, on demande à cette intelligence artificielle d'aller voir quels sont les gens les plus compétents. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Ça risque d'être des hommes, des hommes blancs de certains milieux avec une certaine forme d'éducation qui va être privilégiée automatiquement. Et là, ça a été déployé par différentes entreprises. Et là, les gens se sont plaints en disant, mais là, en fait, il y a des formes de discrimination systémique des curriculums vitae, soit des femmes, soit des personnes qui n'avaient pas des noms typiquement anglophones, francophones et autres. Et là, on se dit, mais là, on est juste en train, en quelque sorte, de déplacer le problème puis de reproduire ou d'amplifier des inégalités qui existaient déjà dans les sociétés humaines. Donc ça, c'est un autre enjeu. Et là, se pose la question, comment on fait pour enlever ces biais-là? Mais ça, c'est une question qui est à la fois complexe du point de vue éthique, informatique aussi. Et il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur ça à l'heure actuelle. Et donc, on a une machine essentiellement à créer, analyser les probabilités, un peu comme le travail des actuaires, là, pour faire le lien avec les assurances plus tôt, mais où on nourrit des éléments potentiellement fautifs au niveau de l'analyse de la probabilité. Je serais très curieux de t'entendre sur l'usage des différents algorithmes en matière politique.
Là, on vient de vivre toutes sortes d'émotions politiquement. On voit l'émergence un peu partout de partis populaires, généralement à droite, mais pas toujours. Et je relisais Giuliano d'Ampoli dans son ouvrage Les ingénieurs du chaos. Pendant la pandémie, je me souviens, terré dans mon bureau, loin du monde, à l'abri des microbes et des virus, en me disant, bon, c'est parfaitement dystopique tout ça, là. Et pourtant, on voit mise en œuvre l'intégration, l'utilisation, l'instrumentalisation, en quelque sorte, des algorithmes au profit de certains partis politiques. Peux-tu nous en parler? De quoi on parle exactement? Donc, comment ça se passe? En fait, c'est ça. En fait, c'est des enjeux extrêmement complexes, mais qu'on est capable d'expliquer de façon simple, ce que je vais essayer de faire ici. D'une part, quand les médias sociaux sont arrivés, au début des années 2000, par exemple, Facebook, Twitter, Instagram par la suite. Aujourd'hui, on parle de TikTok et autres. Il y avait beaucoup d'espoir que les médias sociaux allaient enfin démocratiser l'espace public, allaient enfin peut-être donner accès à un plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent faire entendre une pluralité de points de vue, de perspectives, ce qui est effectivement arrivé, en fait. Je pense qu'il y a eu une première phase, on pourrait dire, dans cette arrivée-là des médias sociaux numériques, il y a une pluralité de voix qui n'avaient pas accès à l'espace public, à la radio, la télévision, les tribunes habituelles. Ils pouvaient maintenant exprimer des commentaires en temps réel, rétroagir avec des commentaires, des opinions, des perspectives critiques, faire entendre des revendications qui étaient autrefois marginales. Et la vitesse des médias sociaux, ça fait en sorte que l'information se propage beaucoup plus vite. Mais la contrepartie, c'est que la désinformation se propage tout aussi rapidement. Donc, c'est comme une forme d'effet ambigu ou ambivalent. Et il y a des études qui ont montré que, malheureusement, la propagation des fausses nouvelles ou des fausses informations se propage de 4 à 7 fois plus vite que les vraies nouvelles, en fait. Pourquoi? C'est intéressant, en fait. Puis là, il y a plein de causes, de facteurs. Il n'y a pas de consensus sur le pourquoi précisément. Il y a notamment l'effet que souvent, quand c'est des fausses nouvelles de certains titres, mais des fois, c'est purement accidentel. Quelqu'un se trompe ou fait une erreur qui se répand. Mais c'est souvent, en fait, le fruit de stratégies délibérées de propagande, par exemple, avec des contenus sur des sujets sensibles, avec un contenu polarisant ou sensationnaliste, en fait, qui va attirer beaucoup l'attention. Dans le langage du journalisme aussi, on parle parfois de clickbait en anglais, donc de dire quelque chose qui va attirer l'attention, l'engagement, va faire en sorte qu'on clique sur une nouvelle, qu'on va la repartager aussi. Et ça fait que c'est des contenus, en fait, qui se propagent beaucoup plus vite. Et par la suite, une fois que l'information a circulé, qu'on s'est rendu compte que c'était faux, il y a en fait toujours moyen de dire non, ça a été faux, on a fait une contre-vérification, il faut amener de la nuance, il faut expliquer avec des arguments, on est capable de le faire, mais la rumeur s'est déjà répandue, en fait. Donc, ça fait en sorte qu'il est trop tard. Ouais. Et ça fait que ces nouvelles se propagent très vite. Et ça se propage très vite et la question de pourquoi est-ce que les médias sociaux effrite la démocratie, en fait, c'est que c'est pas juste le média social lui-même, c'est encore une fois le modèle d'affaires derrière. Le modèle d'affaires des grandes plateformes des médias sociaux, c'est de générer du clic, c'est d'être capable de susciter notre adhésion, de capter notre attention. Pour ce faire, c'est des systèmes basés, en fait, sur des systèmes de rétroaction, de sollicitation, de notification, de suggestion de contenu par différents algorithmes de recommandation. Et ces différents algorithmes de recommandation vont nous renvoyer du contenu en fonction de nos champs d'intérêt, nos préférences, nos interactions passées, mais aussi des fois, vont nous suggérer des choses qu'on n'avait pas du tout pensé, une vidéo drôle, une vidéo de chat ou une nouvelle théorie qui émerge ici et là, pour être capable de susciter notre attention. Et ça va faire en sorte, en fait, que ça va avoir tendance à créer des bulles informationnelles, où on parle parfois aussi dans la littérature de des chambres d'écho, c'est-à-dire des caisses de résonance où il y a plusieurs personnes qui vont partager les mêmes idées, les mêmes intérêts, qui vont beaucoup plus interagir entre eux et se renforcer dans leur opinion. Et par la multiplication de ces chambres d'écho-là, le fait que, par exemple, votre fil d'actualité sur votre appareil numérique, même si on est sur la même plateforme, il va être complètement différent.
ça va faire en sorte que les gens vont être un peu dans des bulles différentes. Oui. Et ces bulles-là vont interagir encore. C'est pas comme si on était non plus dans une bulle complètement hermétique à autrui, mais ça va quand même influencer notre perception du discours des autres. Et là, ça va avoir pour effet d'emballement, là je vais un peu vite ici, ce serait plus long à expliquer, créer en fait que les idées les plus extrêmes, les plus sensationnalistes, les opinions les plus fortes vont se propager davantage et les gens qui ont des idées diamétralement opposées, de gauche radicale de côté, d'extrême droite de l'autre, les woke, les anti-woke, pour donner un autre exemple contemporain, vont se nourrir, vont se chicaner davantage. C'est quelque chose qui existait avant, en fait, avant l'arrivée d'Internet, mais là, ça va être en quelque sorte amplifié. Ça va être en quelque sorte, ça va prendre une nouvelle ampleur, la vitesse de propagation des idées va aller encore plus vite et ça va créer ce qu'on appelle une polarisation de l'opinion publique. Et dans cette dynamique-là, ça devient de plus en plus difficile de faire confiance à l'autre. On voit souvent, par exemple, dans les interactions en ligne, moi, ce que j'essaie de faire, et c'est difficile aussi, des fois, de garder son sang-froid. Il y a des gens qui nous insultent, qui font des amalgames raccourcis, de garder une certaine éthique de la discussion. On ne peut pas toujours le faire, on a des biais, mais moi aussi, parfois, j'ai des fois des petites erreurs maladresses, mais ça fait que les gens s'insultent, s'applaudissent, écrivent « j'aime » ou « je n'aime pas », au lieu d'argumenter, et ça va tellement vite, en fait, que, en fait, disons, la discussion dans l'espace démocratique va tendre à devenir de plus en plus difficile, de plus en plus agressive, puis avec peut-être un climat aussi avec une insécurité qu'on peut vivre à cause des transformations qu'on vit, à cause de la crise économique, à cause de la pandémie qui est arrivée, à cause de plein de choses qu'on vit dans notre société. Les gens, on pourrait dire, sont plus à cran, sont plus, peut-être, ils se sentent abandonnés par les élites, les gouvernements. Ils vont de moins en moins faire confiance vis-à-vis les institutions, le journalisme, les grands médias. Ils vont se tourner vers des sources d'informations alternatives. Donc, la propagation de la désinformation, la propagande va être amplifiée par ces outils-là. Et peut-être pour conclure, un autre aspect aussi, c'est que la propagande, autrefois, elle a existé. Comme vous savez, dans tous les régimes, tant dans les démocraties libérales que dans les régimes de l'URSS, en Chine, régime de Mussolini, Hitler, la propagande existait. Mais là, la propagande avant était plutôt un discours unique qui était dirigé vers les masses. Mais là, maintenant, la propagande prend des formes extrêmement diverses et avec des contenus extrêmement personnalisés parce que les outils algorithmiques sont capables, en fait, on est capable d'aller voir, de suivre le profil des gens, de dire, ah, OK, telle personne en particulier, si on lui donne tel type de vidéo, tel type de contenu, elle va réagir de telle façon. Donc, ça va pouvoir créer tel type d'effet. Puis on va être capable de cibler très précisément des micro-publics, des lecteurs et d'interférer dans les processus électoraux. Et c'est ce qu'on a vu malheureusement dans la dernière campagne américaine. Comme vous le savez peut-être, Elon Musk, qui est le propriétaire de X, qui était anciennement Twitter, s'est impliqué activement lui-même dans sa campagne, dans la campagne en fait de Trump, et a activement propagé des discours trumpistes. Il n'a pas interdit le contenu qui était plutôt situé à gauche des démocrates ou ainsi de suite. Il n'a pas non plus enlevé la liberté d'expression complètement de son outil, mais donné plus de visibilité à des contenus de droite, à des contenus conservateurs. Et même, il y a différents articles qui ont été publiés en disant que les gens qui votaient davantage démocrates ont été ciblés dans cet environnement-là en leur donnant du contenu qui disait, par exemple, Kamala Harris a appuyé le génocide à Gaza comme tel pour essayer de favoriser en sorte que le vote démocrate, en fait, les gens soient un peu, en quelque sorte, en colère, fâchés, qu'ils n'aillent pas dans l'urne par la suite, aller voter pour Kamala Harris. Donc, il y a eu, en fait, du micro-ciblage et c'est le genre de choses qu'on peut faire maintenant avec ces outils numériques. Donc, c'est pas tant une intelligence artificielle qui flotte dans le vide qui crée ces problèmes-là, c'est plutôt différents êtres humains qui contrôlent des outils numériques et algorithmiques extrêmement puissants et décident de s'en emparer pour instrumentaliser un peu puis créer un peu de la zizanie dans l'opinion publique. Et c'est le genre de choses qu'on voit à l'heure actuelle, qui existait avant, mais avec des outils extrêmement plus forts aujourd'hui. Donc, c'est moins un contrôle qu'une orientation ciblée. On pourrait dire, oui. Ouais, et je trouve ça intéressant parce qu'on est passé d'une démocratie lacunaire, véritablement lacunaire, vers une démocratie assumée, qui est vite mise à profit. Et qui est très vite aussi, rapidement réaffecté et orienté vers le profit finalement. Et cette espèce d'isolement qu'on crée, qu'on sollicite,
Je suis curieux d'entendre aussi cette notion des chambres d'écho. On la connaît. Sommes-nous véritablement dans des chambres d'écho? Il me semble qu'on a aussi de multiples existences. Oui. On a une vie en ligne, on a une vie aussi familiale, on a une vie au travail. Pendant la pandémie, on était très isolés. Effectivement, il y a eu cette espèce d'exacerbation là, des chambres d'écho, mais depuis, on en est sorti. Ouais. En fait, c'est extrêmement, oui, mais je dirais que les chambres d'écho, il y a deux formes d'interprétation possibles. Soit qu'on dit que c'est en quelque sorte des vases clos dans lesquels on est enfermé complètement, des bulles idéologiques où on pense uniquement en fonction d'idées préconçues avec des gens qui pensent entièrement comme nous-mêmes. En ce sens-là, les chambres d'écho de ce genre-là sont plutôt rares. On peut peut-être penser à des sectes ou à certaines communautés en ligne qui sont vraiment repliées sur elles-mêmes ou complètement, comme par exemple, on a vu beaucoup circuler QAnon, certaines théories conspirationnistes avec le Pizzagate qui disait peut-être que sous, par exemple, une pizzeria, il y aurait des démocrates, des gens de gauche qui cacheraient les enfants avec des récits pédosatanistes. Ça, on peut dire que c'est une vraie chambre des consciences, que les gens sont complètement dans leur monde, en fait, dans leur univers parallèle. Mais outre ça, il y a comme une vision peut-être plus faible de la chambre d'écho, qui n'est pas tant une bulle ou des murs, qui est plutôt une forme de membrane qui est en quelque sorte un filtre qui nous permet d'interpréter différents types de discours. Et dans ces différents types de chambres d'écho, ce qui se passe, c'est qu'on est capable d'avoir accès à plusieurs types d'informations. Donc, on ne s'informe pas uniquement sur les réseaux sociaux, on discute avec des gens, avec nos collègues au travail, on va écouter la radio, la télévision, on entend quand même une pluralité de discours. On est encore, d'après moi, exposé à une société, du moins ici, au Québec, Canada, l'Ontario. On est dans une société encore pluraliste où il y a la liberté de presse, ou ainsi de suite. On n'est pas en Russie, on n'est pas dans d'autres endroits. Mais quand même, ce qui arrive, c'est qu'on a évidemment nos biais, on a nos grilles d'interprétation. Et à force d'interagir de plus en plus dans des médias sociaux en ligne, ça crée quand même une forme d'effet d'entraînement ou d'effet de groupe. Puis je pense que c'est pas nécessairement mal de se retrouver avec des gens avec qui on pense des choses similaires, mais il faut en prendre conscience. Puis il faut pas se laisser enfermer par ça complètement non plus. Donc, je dirais qu'on est le discours qui serait un peu trop fort, à mon avis, ça veut dire on est tous aliénés, on est plus capable de penser par soi-même, on peut plus rien dire, ou il y a un discours unique dans le monde qui nous impose, soit un discours woke ou un discours des médias de droite, il n'y aurait plus moyen de s'exprimer. On vit dans une société encore complexe, mais quand même, moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est la difficulté à pouvoir échanger de vive voix avec des gens avec qui on n'est pas tout à fait d'accord. Et ça doit se retrouver à la fois dans nos interactions en ligne, mais aussi en créant des espaces dans la vie réelle, en 3 dimensions, dans des lieux publics, aller voir des gens qu'on ne fréquente pas habituellement, puis qu'on soit capable de réapprendre à pouvoir échanger avec des gens avec qui on n'est pas tout à fait d'accord non plus. Oui. Donc, il ne suffit pas juste de faire ses recherches comme le veut l'adage, mais d'aller à la rencontre de l'autre, véritablement. Exactement, c'est ça. Et c'est un exercice qui est difficile. Je pense qu'on doit enseigner dans les écoles, les universités, mais pas juste rendu à l'université. Dès les écoles primaires, on peut organiser des cercles de philosophie pour enfants, des cours d'éducation à la citoyenneté. Et j'ai même, moi, aussi constaté dans le cadre d'un de mes cours à l'Université Saint-Paul, une de mes étudiantes, en fait, dans le cadre d'un cours sur la démocratie et l'engagement citoyen, a invité une de ses amies collègues dans une école primaire. Il y a un cours sur la démocratie. C'est les enfants de l'école primaire qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans environ, qui ont fait un cours ensemble. Et là, les enfants sont venus à l'Université Saint-Paul. Et là, il y avait tous des thèmes, des travaux qu'ils ont fait. Il y en a une, par exemple, une étudiante qui discutait du système de santé. Et là, elle avait un discours, elle connaissait en fait une grande partie du système de santé, à un point tel que même moi, adulte, je ne connaissais pas en fait tous les rouages de ça. Et je me suis rendu compte, parfois, on ne fait pas assez confiance à l'intelligence des jeunes, des enfants. Et si on donne des bonnes conditions propices pour apprendre à exercer nos compétences démocratiques, c'est quelque chose, en fait, qu'on doit cultiver extrêmement jeune puis qu'on peut continuer à faire en tant qu'adulte et quand on est rendu un peu plus vieux à la retraite et ainsi de suite. Ben, allons-y justement du côté de l'école. L'intelligence artificielle est à l'école. On voit une incidence marquée de tricherie, mais aussi d'outillage. Ça dépend peut-être de l'enseignant, de l'enseignante.
Ça dépend du contexte. Parfois, on veut se servir de l'intelligence artificielle. On veut enseigner aux étudiants à bien maîtriser l'objet. Et parfois, on s'en méfie, j'allais dire comme de l'an 2000. Ben oui. On revient au bug. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle en 2025 dans les salles de classe? On l'interdit, on l'accepte, on le mate, on l'apprivoise? Oui, je dirais que c'est une question complexe et même moi, je dirais à titre de professeur, quand j'ai été confronté aux outils qui ont été développés depuis ChatGPT, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, capable de générer automatiquement du texte, les professeurs, en fait, on s'est rendu compte disons, de tous les niveaux. Oups, ça touche directement nos modes d'évaluation, ce qu'on enseigne en classe, qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment on joue avec cette nouvelle réalité. L'enjeu, c'est qu'une interdiction complète mur à mur pour tout le cycle universitaire, disons, ne peut pas fonctionner d'après moi parce que de toute façon, ces outils-là, c'est pas uniquement ChatGPT, ça se retrouve dans la suite Office, ça se retrouve dans une pluralité d'outils. Ça fait maintenant, on pourrait dire, partie des meubles de nos outils informatiques, des outils numériques. Donc, ça complique les choses. Moi, je serais pour une approche, je dirais, qui consiste à enlever en salle de classe, et je vais commencer à faire ça, je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, en disant en salle de classe, sauf dans certaines circonstances, plus avoir d'appareils numériques, d'ordinateurs, de laptops, nos téléphones intelligents, on les enlève en salle de classe. Déjà arrivé, moi, durant le bac, par exemple, d'une étudiante, mais qui écoutait une vidéo avec son écouteur dans l'oreille pendant que je donnais un cours. C'était même plus en train de lire un texte, c'était en train carrément d'écouter une vidéo ou un film ou je ne sais pas trop quoi. Les chatons. Et là, c'est juste, je le dis, c'est ça. Puis, j'ai un collègue, mon co-auteur, Jonathan Martineau, dans le livre, a commencé à faire ça dans sa classe en disant, on va faire un test, une expérimentation, on va avoir aucun outil numérique dans la salle de classe. Si après 3, 4, 5 semaines, vous voulez les revoir, on va réavoir la discussion si ça vous tente, mais on va commencer comme ça, voir ce que ça nous fait, comment ça affecte notre niveau de concentration. Et là, en fait, les étudiants dans sa classe, rendu à 3, 4, 5 semaines, il leur demande, puis comment vous trouvez ça? Il dit, on continue absolument, ça nous fait du bien, on aime ça, on est toujours de toute façon sur nos différents appareils. Exact. Donc, ils continuent à faire ça. Donc, ça, c'est une des choses. Après, évidemment, pour faire des travaux universitaires, je ne pense pas que chaque personne devrait constamment écrire tous ses travaux à la main, papier, crayon, ainsi de suite. Je pense que pour des types d'évaluation en classe, avec des examens à choix de réponse ou avec des dissertations, moi, je vais recommencer à le faire, en fait. Pour certains types d'évaluation, d'avoir cet exercice, de dire, ben là, je suis seul devant ma feuille. C'est sûr que c'est un peu plus anxiogène. Les jeunes sont moins habitués à ce genre de pratique d'évaluation parce qu'on les a progressivement enlevés. Mais je pense que ça fait partie de l'exercice. Mais ce n'est pas juste en faisant ça non plus que ça va régler la situation. Les gens qui vont faire de la recherche vont écrire des travaux universitaires complexes, ils vont avoir leur ordinateur, accès à ce qui se passe en ligne, à Wikipédia, ils vont avoir accès à ChatGPT et autres outils. Et là, je pense qu'il faut aussi, en quelque sorte, accompagner, éduquer en quelque sorte et apprendre à comment bien utiliser ces outils-là pour éviter de s'en servir, disons, de façon trop facile pour essayer de sauver du temps. Et là, ce qui m'inquiète le plus, en fait, puis là, j'ai commencé à le voir dans différentes évaluations, il y en a des jeunes, en fait, des étudiants et étudiantes qui l'utilisent pour être capables de sauver du temps. Parce qu'ils sont occupés peut-être parce qu'ils travaillent, les études, ça coûte cher, évidemment, on peut comprendre les circonstances de vie, mais là, quand les gens font un travail avec ChatGPT, au lieu de réfléchir par soi-même, de se casser la tête, de construire ses propres phrases, on dit à ChatGPT, fais-moi un travail avec telle directive, écris-moi un texte de 500 mots ou de 1000 mots, 5000, 6000 mots, génère-moi ça. Je fais ça, merci, bonsoir, c'est fini. En fait, où est l'utilité? Il est où l'apprentissage derrière tout ça? Puis est-ce que les gens, par la suite, vont apprendre à être capables de réfléchir par soi-même? Puis c'est là, je pense qu'il y a un risque. Il faut vraiment être capable de montrer que si on utilise l'intelligence artificielle, peut-être pour faire de la recherche, peut-être pour, OK, on demande à ChatGPT, trouve-moi 5-6 idées à partir de ça. On peut l'utiliser comme pour faire des brouillons, peut-être une certaine esquisse. Mais après ça, il faut rédiger le texte par soi-même et être capable d'être responsable du contenu qui est là. Vous êtes en quelque sorte, moi, ce que je veux dire à mes étudiants aussi quand on va commencer les cours que je vais donner cet hiver, vous êtes les responsables éditoriaux de ce qui est dit, en fait. Vous êtes en quelque sorte, si vous avez écrit votre texte, je le suppose, si vous avez été aidé par une IA pour corriger automatiquement la langue, par exemple, avec Antidote ou autre, OK. Vous avez peut-être utilisé l'IA pour trouver de l'information en ligne, pour faire ci, pour faire ça. Moi, je ne pourrais pas aller le trouver. Mais si je me rends compte que votre texte est hyper prévisible, que le style de ChatGPT,
que vous vous êtes pas cassé la tête à faire votre texte, puis que même peut-être ChatGPT invente des sources qui n'existent pas. Puis ça m'est déjà arrivé un étudiant qui m'a remis un truc dans sa bibliographie. Sur 15 sources, il y en avait 7 qui n'existaient pas. Donc, que tu aies utilisé l'IA ou pas, tu inventes des sources qui n'existent pas. Donc, c'est un cas de problème d'intégrité académique. Donc, ça va dans un petit comité qui va aller voir ça par la suite. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là, d'après moi, qu'il faut voir, puis dire aux étudiants ensuite, si j'ai des doutes sur votre travail, je me réserve le droit de vous écrire, qu'on se rencontre à mon bureau, puis qu'on parle de votre texte. Si vous êtes capable de me montrer que vous êtes capable de comprendre ce qu'il y a dans votre texte, puis vous l'avez fait par vous-même, tant mieux, parce que vous avez appris quelque chose. Mais si je vous pose des questions à propos de votre travail, puis que vous n'êtes pas capable de me répondre, ça veut dire que vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez rien appris, vous n'avez pas atteint cet objectif d'apprentissage. Donc là, c'est là, je pense qu'il faut être capable d'évaluer si la personne a été capable de faire le travail par elle-même ou si elle a juste, en quelque sorte, évité de faire ce travail-là puis elle l'a confié à une IA. Je nous projette dans 5 ans. On parlerait de quoi et on parlerait comment de l'intelligence artificielle, selon toi? Très bonne question. À la vitesse que ça évolue, c'est ça, c'est difficile de prévoir les prochaines choses qui vont arriver. Moi, ce qui m'inquiète un peu, je dirais, au niveau de la recherche universitaire, des travaux étudiants ou ainsi de suite, c'est de dire que, en fait, il y a de plus en plus de travaux qui commencent déjà à être écrits par des IA en ligne. Le contenu sur les réseaux sociaux, notamment, des sites web complets sont faits par des IA. Et moi, ce que j'aurais peur, nécessairement, c'est que par une certaine dynamique, on manque beaucoup de temps d'accélération de la société, que les étudiantes, justement, prennent moins de temps pour faire leurs travaux et que même les profs, nous, on pourrait décider aussi de dire on va utiliser des IA pour automatiser la correction. Et moi, je l'ai fait sur un brouillon, en fait, avec des tests et ça donnait des résultats intéressants aussi. Et là, je m'étais dit, bien, nous, les profs, on peut aussi l'utiliser pour essayer de réviser des thèses, des maîtrises, ça prend du temps, des gens font les travaux, eux peut-être utilisent l'IA, mais moi de façon extrêmement cynique, je vais utiliser une IA. Mais je pense que dans cette logique-là, on voit un peu que ça met en fait dans un monde absurde où les gens s'écrivent pas des courriels, confient des IA qui vont s'écrire des courriels qui vont se répondre entre eux. Et là, à quoi sert en fait le système d'éducation, à quoi sert la société si on ne fait plus le travail par nous-mêmes et avec qui est-ce qu'on interagit? Et moi, j'ai peur, en fait, que de plus en plus de gens, ça soit accepté, normalisé, banalisé, et que ça vienne, en quelque sorte, à être intégré dans les mœurs, dans les différentes habitudes, puis qu'on passe à un nouveau sujet, puis maintenant, ça fait partie du monde quotidien, puis qu'on ne se pose plus de questions par rapport à ça. Donc moi, mon souhait pour ce qui suit, je pense, c'est qu'on continue à être extrêmement vigilant, qu'on se pose des questions sur les usages qui peuvent en être faits, qui peuvent être extrêmement utiles, puis sur les lieux où on ne veut pas aller en tant que société. Les endroits où on va dire « Ah, on ne va pas par là ». On ne va pas, par exemple, dire qu'à cause d'un problème de santé publique, de crise de santé mentale, il nous manque des psychologues, mais au lieu d'investir davantage dans la formation des psychologues, on va confier des IA, des robots, des chatbots qui vont répondre à des gens en situation de, disons, de détresse ou de suicide ou autre chose. Au lieu de dire, mais on manque des ressources dans le système d'éducation, on va remplacer les professeurs par des tuteurs automatisé, virtuel. Là, je pense qu'on serait dans une grande pente glissante, puis on ne doit pas aller vers là. Et on doit on doit être capable de résister à des discours qui voudraient aller dans cette direction. Comment pourrions-nous savoir si cette entrevue, cet échange, cette balado est réel entre deux humains pensant en chair et en os? Bonne question. Il faudrait peut-être avoir des images, des vidéos, être capable pour chaque auditeur ou auditrice qui va écouter cette émission-là d'aller voir la voix derrière, poser la question, d'aller interagir, nous voir en chair et en os. Parce que c'est vrai qu'avec les outils actuels, toute cette conversation aurait pu être faite par une IA entièrement. Et ça a déjà été testé. On est capable de prendre une intelligence artificielle pour imiter une voix et d'avoir une conversation générée automatiquement par une IA. Et de plus en plus de vidéos sur YouTube sont complètement générées par IA, par des êtres humains qui font ça. Puis on pourrait dire, bien, on dirait que c'est des vrais êtres humains derrière. Donc, ça pose la question, est-ce que ce que je vois autour de moi est quelque chose de réel, de concret? Est-ce que mes perceptions me trompent? Et c'est un peu une vieille phrase philosophique. René Descartes, il se dit, mais il se mettait à douter de tout ce qu'il y avait autour de lui. Il disait la seule chose dont je ne peux pas douter, c'est que je suis une chose qui pense. Je pense donc je suis. Donc, il y avait cette forme de certitude que moi, en train de penser, je suis en train de penser. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un rêve? On n'est pas dans un monde généré par de l'IA? Et ça pose une question extrêmement troublante. Mais je n'aurai pas la réponse aujourd'hui pour dire est-ce que nous sommes dans une IA à l'heure actuelle ou dans un monde virtuel? Mais je veux faire confiance quand même aux différentes personnes qui nous écoutent pour dire, bien, en fait, ce genre de réflexion critique, c'est le genre de choses qu'on doit avoir à notre époque.
Merci beaucoup, Jonathan Durand-Folco, ou ton avatar. Ou mon avatar, peut-être, dans un autre monde, mon double numérique. Tout à fait, d'avoir partagé ta passion, tes connaissances, tes recherches et tes réflexions sur ces questions qui nous touchent tous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute et nous espérons que cela vous a offert des pistes de réflexion sur l'impact de l'intelligence artificielle sur notre avenir. Ne manquez pas notre prochain épisode où nous explorerons le leadership transformatif. À notre micro cette semaine, Jonathan Durand-Folco. À l'animation, Louis-Patrick Leroux. À la réalisation, Mario Boulian. Cette diffusion est une production des Balados Le Droit en collaboration avec l'Université Saint-Paul. À bientôt pour de nouvelles réflexions.